Chang'e 1, à 4500 pieds dans le ciel. Dans une percée stupéfiante, l'IA a reconstitué la catastrophe du Hindenburg avec une précision médico-légale. Et ce qu'elle a découvert est bien pire que les histoires qui nous ont été racontées pendant près d'un siècle. Longtemps attribuée à un sabotage ou à de la peinture à base de carburant de fusée, la fin tragique du dirigeable allemand en 1937 est restée un mythe et une spéculation. Mais une nouvelle modélisation de l'IA, utilisant des images d'époque, des données d'ingénierie et des conditions atmosphériques, a éliminé les légendes pour révéler une vérité cachée. Une vérité choquante. La destruction du Hindenburg n'était pas une conspiration. C'était une catastrophe née de la science ignorée et de la fierté politique. Ce qui a vraiment condamné le dirigeable n'était pas une bombe, mais une tempête parfaite d'hydrogène, d'électricité statique et de déni. La nuit où le ciel s'est enflammé. Le soir du 6 mai 1937, le dirigeable allemand LZ-129 Hindenburg s'est approché de la base aéronavale de Lakehurst, dans le New Jersey. C'était un symbole de l'ingénierie moderne. Un vaisseau plus long qu'un Boeing 747, capable de transporter près de 100 personnes à travers l'Atlantique dans le luxe. Lors de cette dernière étape au départ de Francfort, les retards météorologiques avaient contraint l'équipage à tourner en rond pendant que des orages traversaient la région. Au moment où le navire a été autorisé à atterrir, l'air était lourd d'humidité et de charges électriques. Des caméras et des journalistes attendaient en bas, diffusant ce qui devait être une autre arrivée de routine du navire amiral allemand. Le Hindenburg avait effectué des dizaines de traversées en toute sécurité, et la confiance du public dans les voyages en dirigeable était élevée. Mais à 19h25, alors que les cordes d'amarrage étaient larguées et que les manutentionnaires au sol prenaient prise, quelque chose a terriblement mal tourné. Des témoins ont vu un éclair soudain près de la section arrière. En quelques secondes, une nappe de flammes a envahi la coque supérieure. Le feu s'est propagé vers l'avant à une vitesse étonnante. L'ensemble du navire s'est effondré en moins de 40 secondes. Les images filmées ont capturé la catastrophe en temps réel, diffusées dans le monde entier, comme l'image définissant la fin de l'ère des dirigeables. 36 personnes sont mortes, 62 ont survécu, beaucoup avec de graves brûlures. Dès le début, une question a dominé chaque enquête et chaque titre. Qu'est-ce qui a fait que le Hindenburg s'est enflammé si violemment et si rapidement? Les enquêtes officielles menées par les autorités américaines et allemandes ont eu du mal à donner une réponse définitive. Les pressions politiques, les contraintes de la propagande et les outils médico-légaux limités ont laissé place à la spéculation. Au fil des décennies, les théories se sont multipliées. Sabotage, tirs, peinture inflammable, voire explosifs cachés. Aujourd'hui, la reconstruction médico-légale par l'IA a rouvert le dossier avec une nouvelle précision. En combinant des films d'archives, des plans structurels, des données météorologiques et des témoignages de témoins, les chercheurs ont reconstruit une simulation seconde par seconde de la descente finale. Les conclusions révèlent non seulement comment l'incendie a commencé, mais aussi comment des décennies de désinformation, parfois accidentelles, parfois politiquement opportunes, ont déformé la vérité. Chang'e 2, le premier mensonge, ce doit être un sabotage. En 1937, le sabotage semblait plausible. Le gouvernement nazi allemand avait fait du Hindenburg un symbole de fierté nationale. Sa destruction sur le sol américain était une humiliation internationale. En quelques heures, des rumeurs ont circulé selon lesquelles des militants anti-nazis ou des agents étrangers avaient posé une bombe. Les journaux ont amplifié la théorie et les autorités n'ont pas pu l'ignorer. Les enquêteurs ont examiné tous les angles. Ils ont interrogé les passagers, l'équipage et le personnel au sol et ont examiné tous les registres de sécurité.
Parmi les personnes interrogées se trouvait Joseph Spa, un acrobate germano-américain voyageant avec son petit chien, Oula. Les mouvements de Spa, ses fréquentes visites dans la soute, ses promenades solitaires sur les ponts, son comportement nerveux pendant les retards, ont suscité des soupçons. Certains membres d'équipage se sont souvenus l'avoir vu près de zones réglementées. Dans une atmosphère chargée de tensions politiques, il est devenu le principal suspect. Mais les preuves n'ont jamais correspondu au récit. Personne n'a été témoin d'un acte de sabotage. Aucun fragment d'explosif ou résidu n'a été trouvé dans l'épave. Ni les signatures d'explosion, ni les schémas de dommages localisés typiques des bombes n'étaient présents. L'enquête du département du commerce américain, appuyée par le FBI, a conclu qu'il n'y avait aucune preuve physique de sabotage. Les autorités allemandes sont parvenues à la même conclusion. L'analyse moderne de l'IA a confirmé ces conclusions. En utilisant des reconstitutions numériques de l'intérieur du Hindenburg, synchronisées avec les témoignages de témoins oculaires survivants et des images horodatées, les chercheurs ont modélisé chaque mouvement vérifié à bord du navire. L'algorithme a démontré qu'aucun passager, y compris SPA, n'avait à la fois la possibilité et la dissimulation nécessaires pour planter ou faire exploser un dispositif dans la zone d'allumage. Dans tous les scénarios plausibles, l'acte aurait été vu ou entendu. Les données excluent également toute amorce explosive. La progression de l'incendie a suivi un éclair rapide vers le haut, compatible avec l'allumage de l'hydrogène, et non avec une détonation. Aucun cratère, aucune fragmentation à haute pression et aucun résidu ne confirme la présence d'une bombe. Malgré l'absence de preuves, la théorie du sabotage a persisté pendant des décennies. Elle était facile à croire, émotionnellement satisfaisante et conforme à la suspicion en temps de guerre. Des films et des récits populaires l'ont répété, ancrant l'idée dans la mémoire collective. Mais les preuves enregistrées, réexaminées par la modélisation médico-légale, racontent une histoire différente. Le sabotage n'a jamais été étayé par des données physiques. Chunk 3. Le Hindenburg n'a pas été détruit par un acte ennemi, mais par des conditions intégrées à sa conception et à son fonctionnement même. Le premier mensonge a perduré parce qu'il offrait du drame et des reproches, alors que la véritable cause résidait dans des forces silencieuses et invisibles que personne ne voulait reconnaître. Le deuxième mensonge, c'est la peinture à base de carburant de fusée qui a causé cela. Dans les années 1990, alors que la lassitude des conspirations s'installait et que les preuves physiques restaient rares, l'attention s'est tournée vers la chimie. Une nouvelle théorie dramatisée dans des émissions de télévision spéciales et des magazines scientifiques proposait que le Hindenburg ait été effectivement peint avec du carburant de fusée. Selon ce point de vue, la peau extérieure argentée recouverte d'un mélange de poudre d'aluminium et d'oxyde de fer était elle-même une couche de termites massive prête à s'enflammer avec une intensité catastrophique. L'idée a captivé l'imagination du public. Elle expliquait la vitesse de l'incendie, la luminosité des flammes et l'absence de survivants près de la zone d'allumage. Elle déplaçait également le blâme de la politique ou du sabotage vers l'hubris de l'ingénierie, une conclusion séduisante pour une époque avide de simples méchants scientifiques. Mais lorsque la modélisation chimique basée sur l'IA a été appliquée, l'affirmation n'a pas tenu. Les chercheurs ont introduit dans le modèle des données précises provenant des formules originales de dopes de Luftschiff, Bo-Zeppelin, tirées des manuels techniques survivants et des registres d'approvisionnement archivés. Les simulations ont révélé que le composé utilisé sur la peau du Hindenburg était principalement de l'acétate butyrate de cellulose, une résine synthétique utilisée pour la flexibilité et la durabilité, et non un mélange de termites capable de combustion spontanée ou d'allumage explosif. Lorsque le modèle a simulé des séquences d'allumage le long de la surface extérieure, les résultats ont montré une combustion lente et irrégulière, incompatible avec les témoignages oculaires
faisant état d'une propagation rapide de la flamme verticale. La thermite brûle vers le bas et localement. Les flammes du Hindenburg ont jailli vers le haut, engloutissant d'abord les cellules de gaz. La reconstruction de l'IA a démontré que l'accélération, la couleur et le profil de température de l'incendie correspondaient beaucoup plus à l'allumage de l'hydrogène qu'à la combustion de la peinture. En d'autres termes, la théorie du carburant de fusée était un mythe né du spectacle télévisuel et non de la science médico-légale. Le codage n'a contribué que marginalement en tant qu'accélérant secondaire et non en tant que cause. La peau a brûlé parce que l'hydrogène brûlait en dessous. Les résultats de l'IA ont transformé une hypothèse sensationnelle en un récit édifiant. Parfois, la vérité n'est pas cinématographique, elle est technique, et dans ce cas, elle pointait vers une réalité bien plus troublante. Le véritable déclencheur était caché à la vue de tous. Pas dans le sabotage ou la chimie, mais dans la mécanique de vol de routine. Le véritable déclencheur caché à la vue de tous. La nouvelle reconstruction a abordé l'événement non pas comme un mystère de motif, mais comme une défaillance du système, combinant des données météorologiques, des procédures d'équipage et des modèles de contraintes structurelles en une seule simulation. Les conclusions ont révélé une chaîne d'événements effroyablement ordinaires. Alors que le Hindenburg approchait de la base aéronavale de Lakehurst le soir du 6 mai 1937, il descendait à travers une atmosphère humide et électriquement instable. Les conditions de surface ont été chargées par des orages antérieurs, l'air saturé, le sol conducteur. Chunk 4. Le protocole d'atterrissage standard impliquait de laisser tomber des cordes d'amarrage à l'équipe au sol. Dans ce cas, ces cordes étaient mouillées, agissant comme des chemins conducteurs entre la Terre reliée à la Terre et la structure métallique du dirigeable. Lorsque les cordes ont touché le sol, la structure du Zeppelin a commencé à égaliser son potentiel électrique avec le sol. Dans le même temps, les contraintes internes enregistrées dans les journaux de bord de l'équipage et plus tard détaillées par la modélisation de la fatigue structurelle de l'IA suggèrent qu'une cellule de gaz ou une soupape près de la section arrière avait été compromise. Une lente fuite d'hydrogène s'est échappée dans l'espace aérien supérieur à l'intérieur de la coque, se mélangeant à l'oxygène ambiant. La simulation électrostatique de l'IA a montré que lorsque la différence de potentiel s'est résolue, une décharge localisée, une étincelle, a probablement jailli entre le cadre métallique et le mélange hydrogène-oxygène. Cette étincelle dans une poche confinée riche en hydrogène est tout ce qu'il a fallu. Le point d'allumage correspondait précisément au témoignage des témoins oculaires et à l'emplacement initial de la flamme capturée dans les images d'actualité survivantes. De là, le feu a suivi une trajectoire prévisible vers le haut et vers l'avant, consumant les cellules de gaz en succession rapide. La peau extérieure ne s'est enflammée qu'après que l'hydrogène interne l'ait traversée, rendant la théorie de la peinture redondante. Pas d'explosifs, pas de sabotage, pas de matériaux exotiques, juste une convergence involontaire de la vulnérabilité de la conception et des forces naturelles. Une décharge statique dans un récipient rempli d'hydrogène dans des conditions de tempête. La reconstruction de l'IA n'a pas seulement identifié la cause, elle a révélé une sombre vérité sur les débuts de l'aviation, que l'ambition avait dépassé la sécurité et qu'en chassant les cieux, les ingénieurs avaient construit une machine qui pouvait échouer de façon spectaculaire sans aucune malice humaine. Le mystère caché n'était jamais le sabotage ou le secret. C'était une fragilité systémique mal comprise pendant près d'un siècle. Le mystère caché, ce que les nazis ne pouvaient pas admettre. La catastrophe de Lakehurst n'était pas seulement un échec technique, c'était une humiliation nationale pour l'Allemagne nazie. Le Hindenburg était bien plus qu'un dirigeable. C'était un symbole de la suprématie moderne, un émissaire brillant de l'ingénierie allemande destiné à incarner la promesse du Troisième Reich. Lorsqu'il s'est désintégré en une boule de feu devant les caméras du monde libre, l'appareil de propagande à Berlin
a été confronté à une crise. Comment concilier un échec technologique total avec l'image d'un progrès infaillible? Dans les heures qui ont suivi l'incendie, les autorités allemandes ont agi rapidement. Le ministère du Reich à l'éducation du peuple et à la propagande, sous la direction de Josef Goebbels, a envoyé des directives à tous les diffuseurs et journaux d'État. Les rapports doivent éviter les aveux techniques, exclure tout langage suggérant des défauts de conception et promouvoir la suspicion de sabotage externe. Pour le régime, l'hydrogène n'était pas qu'un gaz. C'était une question de fierté nationale. L'Allemagne n'avait pas accès à l'hélium, qui était contrôlé par les États-Unis, et s'appuyait donc sur l'hydrogène pour toutes les opérations de Zeppelin. Reconnaître l'hydrogène comme la faille fatale reviendrait à concéder une infériorité technologique, un aveu impensable dans le cadre idéologique du Reich. Chunk 5. Ainsi, le récit a changé. Les journaux ont décrit l'incendie comme une catastrophe inexpliquée. Les émissions de radio ont mis l'accent sur la soudaineté de l'incendie, suggérant un acte criminel ou une intrigue étrangère. Les commissions techniques ont reçu l'ordre de rédiger des rapports qui mettaient en évidence le mystère plutôt que le mécanisme. Dans les communiqués de presse officiels allemands, le mot accident a été remplacé par des expressions comme acte tragique ou événement inconnu, laissant ouverte l'implication d'une interférence extérieure. L'analyse linguistique moderne, assistée par l'IA des transcriptions survivantes, confirme le schéma. En comparant les émissions allemandes contemporaines avec les notes d'ingénierie interne, les chercheurs ont constaté une manipulation sémantique délibérée, un passage calculé de la causalité mécanique à l'ambiguïté narrative. Même les déclarations de témoins oculaires ont été sélectivement éditées avant leur publication, omettant les descriptions de décharges statiques ou de fuites de gaz qui pourraient suggérer une faute systémique. La vérité selon laquelle une étincelle dans une coque chargée d'hydrogène a détruit la fierté du Reich était politiquement toxique. Dans un régime qui exigeait la perfection, l'imperfection devait être enterrée. Ainsi, le mythe du sabotage a persisté, non pas parce qu'il était crédible, mais parce qu'il était utile. Il a permis au régime de détourner l'attention vers l'extérieur pour transformer un échec de conception en un acte d'agression imaginaire. Et pendant des décennies, ce mythe a brouillé la vérité, renforcé par la propagande de guerre et l'absence d'enquête ouverte. Ce n'est que maintenant, avec l'IA analysant les archives, que la manipulation est pleinement exposée. Un témoignage non seulement de la fragilité technologique, mais aussi du pouvoir du récit de l'État de réécrire une catastrophe. Ce que l'IA a trouvé dans les flammes. Grâce à l'intégration complète des images d'archives, des témoignages de témoins oculaires et des schémas originaux du dirigeable, la reconstruction de l'IA a rendu la catastrophe sous forme de simulation seconde par seconde. Pas de spéculation, mais un réassemblage basé sur des données. La relecture commence en silence. À 0 seconde, une faible décharge électrique est détectée dans la section arrière, près de la cellule de gaz 4. L'éclair initial dure une fraction de seconde, compatible avec l'allumage statique et non avec une détonation explosive. À 5 secondes, l'allumage de l'hydrogène commence sa course ascendante, consommant les cellules de gaz séquentiellement. Le feu monte plutôt qu'il ne rayonne, un brasier vertical dicté par la légèreté et la vitesse des flammes d'hydrogène. À 10 secondes, le trou supérieur perd son intégrité à mesure que le cadre de support s'affaiblit sous la contrainte thermique. L'analyse du film confirme que l'effondrement provient d'en haut, excluant une force explosive interne. À 20 secondes, la section médiane est complètement engloutie. Les passagers situés sur les ponts inférieurs, brièvement protégés par la gravité et les cloisons structurelles, tentent de s'échapper, leurs mouvements étant ensuite cartographiés avec précision par l'IA en fonction des trajectoires connues des survivants. À 35 secondes, une défaillance structurelle totale se produit. Le dirigeable s'effondre sur lui-même,
consumé non pas par une détonation, mais par une nappe de flammes roulantes se déplaçant plus vite que n'importe quel être humain ne pourrait courir. Les modèles de température correspondent au profil de combustion connu de l'hydrogène mélangé à l'oxygène ambiant, propre, changeant de couleur, intense et fugace. Chunk 6. Aucun résidu d'accélérateur, aucune signature de pression de bombe, aucune onde de choc asymétrique. Le Hindenburg n'a pas explosé. Il a brûlé vif. Un allumage en cascade entraîné par sa propre conception. Les reconstructions des trajectoires des survivants renforcent la conclusion. Ceux qui ont survécu étaient situés dans les zones les moins exposées aux flammes montantes. Preuve que le feu s'est propagé de manière prévisible et non aléatoire. Le résultat de l'IA correspond précisément aux lois physiques. Combustion de l'hydrogène vers le haut, effondrement structurel vers le bas, et un brasier entièrement régi par la physique et non par le sabotage. Ce qui émerge n'est pas un spectacle de mystère, mais un diagramme d'inévitabilité. La mort du Hindenburg était programmée dans son plan, n'attendant que l'étincelle. Les survivants d'une tragédie fulgurante. Pendant des décennies, l'image de la descente enflammée du Hindenburg a été prise à tort pour une explosion, un cataclysme soudain et inéluctable. Mais les données de survie racontent une histoire différente. Une histoire de position et de choix impossibles. Sur les 97 personnes à bord, 62 ont survécu. Statistiquement, ce chiffre est extraordinaire. Cela signifie que près des 2/3 des personnes à bord ont échappé à un brasier qui a consumé le dirigeable en moins de 40 secondes. La seule façon d'une telle survie est possible est si la progression du feu était directionnelle et inégale, et non instantanée. Un fait maintenant confirmé par la cartographie des trajectoires de l'IA. En reconstituant l'agencement interne du dirigeable, les schémas de propagation des flammes et les témoignages de témoins oculaires, les chercheurs ont créé une grille de survie seconde par seconde. Le résultat, la survie, n'était pas aléatoire. Elle était dictée par l'endroit où une personne se tenait, la rapidité avec laquelle les flammes avançaient et les barrières structurelles qui existaient encore à ces moments critiques. Et de qu'état-d'atier. Les passagers situés dans le salon-salle à manger au milieu du navire et légèrement en dessous des cellules de gaz ont eu un étroit couloir d'échappement lorsque la coque supérieure a brûlé en premier. Beaucoup ont réussi à sauter des ouvertures ou des sections tombées avant l'effondrement total. D'autres, piégés près des ponts d'observation, se sont retrouvés encerclés par des flammes montantes en quelques secondes. L'équipage arrière, stationné près du point d'allumage, a subi le taux de mortalité le plus élevé. Le feu a commencé dans leur section. Ils n'ont pas eu le temps d'agir. L'équipe au sol qui se tenait sur le terrain d'amarrage en dessous a fait face à ses propres dangers. Malgré le brasier au-dessus, la plupart s'en sont sortis indemnes. Chunk 7. Preuve encore une fois que la catastrophe s'est déroulée verticalement et non de manière explosive vers l'extérieur. Un seul membre de l'équipe au sol a péri, frappé par des débris qui tombaient. Un rappel solennel du chaos qui a même atteint ceux qui étaient sur la terre ferme. Lorsque le dirigeable s'est finalement effondré, la structure s'est posée assez doucement dans certains endroits pour permettre aux sauveteurs de sortir les survivants de l'épave, beaucoup brûlés, mais vivants. Les images filmées les montrent émergeant au milieu de la fumée et des braises, marchant ou rampant hors du squelette tordu. Confirmation visuelle que le Hindenburg n'a pas explosé, mais a succombé à un incendie progressif. Les chiffres racontent l'histoire. 36 morts, 62 vivants. Aucune explosion sur Terre ne donne un tel ratio. Le Hindenburg a été anéanti non pas par une bombe, mais par la combustion de l'hydrogène. Rapide vers le haut et terminal, permettant des secondes de survie là où il n'aurait pas dû en exister. La reconstruction de l'IA rend la tragédie non pas comme une explosion cinématographique, mais comme une séquence d'effondrement,
chacun régi par la physique et non par la malice. Ceux qui ont survécu l'ont fait par la situation, l'instinct et le pur hasard. Survivants d'une catastrophe qui, paradoxalement, était à la fois instantanée et survivable. Pourquoi les mythes ne mouraient pas? Au lendemain de la catastrophe, le deuil exigeait des réponses et la peur exigeait des méchants. L'image d'un symbole national consumé en quelques secondes était trop terrible pour être acceptée comme un simple accident. Et ainsi, les mythes ont pris racine, chacun plus sensationnel que le précédent. Le sabotage offrait une histoire de malice délibérée, une main cachée, un complot contre le Reich. La peinture à base de carburant de fusée a recadré la tragédie comme une erreur chimique, un Prométhée moderne anéanti par son propre feu. Les théories des coups de feu invoquaient l'espionnage, le suicide ou le sabotage dissimulé dans la fumée. Chaque mythe portait un poids émotionnel. Chacun offrait une clôture narrative, et chacun était faux. Des décennies d'enquêtes techniques et maintenant de médecine légale de l'IA démantèlent chaque affirmation. Il n'y avait pas de bombe, pas de pistolet, pas de peau imprégnée de termites. L'origine, la vitesse et le schéma du feu s'alignent exclusivement avec l'allumage de l'hydrogène par des charges électrostatiques. Aucune intervention humaine n'était nécessaire. Aucune conspiration ne se cachait derrière les flammes. La vérité est bien plus crue. Le Hindenburg était une merveille fatalement imparfaite par sa propre conception. Un avion si vulnérable qu'une simple étincelle pouvait le défaire entièrement. Une décharge statique, invisible, instantanée, inévitable, transforme la fierté en cendres. Chunk 8. Pendant des décennies, l'imagination du public a résisté à cette conclusion. Parce que si aucun sabotage n'était à blâmer, alors chaque vol d'un zeppelin à hydrogène avait été un pari avec la physique. Cela signifiait que la catastrophe n'était pas exceptionnelle, mais prévisible, une tragédie qui attendait de se produire. La reconstruction de l'IA dépouille les mythes pour révéler ce qui a vraiment péri à Lakehurst. Pas seulement un dirigeable, mais l'illusion que la maîtrise humaine pouvait défier les forces élémentaires. La véritable horreur n'est pas la conspiration, mais la vulnérabilité. Qu'un symbole national puisse être anéanti, non pas par des ennemis, mais par l'air lui-même. Le Hindenburg n'a pas été détruit. Il s'est autodétruit une molécule à la fois. Les leçons tirées de l'épave. La catastrophe du Hindenburg n'a pas seulement consumé un seul dirigeable. Elle a mis fin à une ère. Au lendemain de l'incendie à Lakehurst, les dirigeables à hydrogène, autrefois symboles du progrès moderne, sont devenus des vestiges d'un optimisme dangereux. Ce qui avait commencé comme un âge de grandeur aérienne s'est terminé dans la fumée, le choc et le silence. Pour l'Allemagne nazie, la destruction du Hindenburg a été plus qu'une tragédie. C'était une impasse stratégique. Les États-Unis, qui contrôlaient l'approvisionnement mondial en hélium, avaient longtemps refusé d'exporter le gaz ininflammable vers l'Allemagne, invoquant à la fois des préoccupations de sécurité et une méfiance politique à l'égard du régime nazi. Privé d'hélium, le Reich n'avait d'autre choix que de continuer à s'appuyer sur l'hydrogène, un gaz aussi léger que l'espoir et aussi volatile que l'idéologie qui soutenait son empire d'illusions. Les modèles de combustion de l'IA alimentés par les spécifications exactes du navire confirment ce que les ingénieurs craignaient déjà en 1937. Si le Hindenburg avait été rempli d'hélium, l'allumage aurait été impossible. L'atterrissage aurait pu être brutal. La peau aurait pu brûler, mais le navire ne serait pas devenu une torche dans le ciel. C'est la grande ironie. La catastrophe n'était pas une question de destin, mais de politique. L'embargo américain destiné à être une sauvegarde géopolitique a forcé l'Allemagne à persister avec un gaz dangereux. Pourtant,
Paradoxalement, cette restriction même a peut-être empêché des pertes encore plus importantes. Si le Hindenburg avait atterri en toute sécurité, les dirigeables à hydrogène auraient pu continuer à voler, prolongeant une technologie fatalement imparfaite par la chimie elle-même. La leçon était brutale, mais indubitable. L'hydrogène et les passagers humains ne pourraient jamais coexister en toute sécurité. En quelques mois, toutes les grandes nations ont abandonné les dirigeables à hydrogène à grande échelle. Chunk 9. Le rêve du vol transatlantique s'est définitivement déplacé vers les aéronefs plus lourds que l'air. Des avions qui, bien qu'imparfaits, offraient une sécurité ancrée dans la physique plutôt que dans la propagande. En ce sens, l'épave est devenue un enseignant. La reconstruction par l'IA transforme son squelette tordu en une étude de cas sur l'humilité scientifique. Un rappel que la fierté politique et l'ambition technologique ne peuvent rivaliser avec la loi naturelle. La catastrophe n'était pas inévitable. Elle était évitable, prévisible et susceptible d'être empêchée. Si seulement les signaux d'alerte avaient été entendus et si l'idéologie n'avait pas réduit au silence la vérité de l'ingénierie. 88 ans plus tard, le mystère du Hindenburg est résolu. Non pas par la spéculation, mais par les données. Ce que l'IA révèle n'est pas une bombe cachée ou une conspiration étouffée, mais quelque chose de bien plus troublant. Une tragédie née de la conception, de la physique et du déni. Le Hindenburg a été anéanti par les éléments mêmes dont il dépendait. L'hydrogène, choisi pour la portance, est devenu sa perte. La décharge statique, invisible et inévitable a fourni l'étincelle fatale. La fierté politique, peu disposée à concéder la vulnérabilité, a permis au danger de persister sans contrôle. Aucun engin explosif ne se cachait dans son hall. Aucun saboteur ne s'est déplacé dans ses couloirs. Aucune grande dissimulation n'a dissimulé des preuves interdites. La vérité était à la vue de tous. Une confluence de sciences ignorées et d'avertissements rejetés. La reconstruction médico-légale de l'IA dépouille les mythes réconfortants qui se sont développés autour des flammes. Elle ne laisse que la géométrie dure de la cause et de l'effet. La certitude peu romantique de la thermodynamique. La destruction du dirigeable n'était pas un meurtre. C'était un suicide par l'ingénierie. Un système construit pour défier la nature, seulement pour être revendiqué par elle. Ce que la propagande de 1937 refusait d'admettre. Les données de 2025 rendent cela indéniable. La mort du Hindenburg n'était pas un crime à résoudre, mais une leçon à retenir. Lorsque l'image politique éclipse la vérité technique, la catastrophe s'ensuit. En fin de compte, la reconstruction par l'IA ne livre pas un scandale, mais une clarté qui donne à réfléchir. Chunk 10. Elle révèle une civilisation tellement déterminée à projeter l'invincibilité qu'elle a réécrit la physique en mythe. Et ce faisant, elle nous rappelle un avertissement intemporel. Ignorer la science n'efface pas les conséquences. Cela ne fait que les retarder jusqu'à ce qu'elles descendent, brûlantes du ciel. Que pensez-vous de cette conclusion? L'IA devrait-elle être appliquée à d'autres mystères ou accidents de la même manière? Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois.